L'IA depuis longtemps, en fait. Vous allez le voir sur le prochain transparent. J'ai beaucoup travaillé sur la robustesse des systèmes avec des réseaux de neurones et puis travaillé sur les enjeux d'éthique parce que j'ai été amenée dans ma recherche à aller vers des travaux autour de l'affective computing, c'est-à-dire la modélisation des émotions par les machines. À la fois le fait de détecter les émotions des humains, de changer la façon dont les stratégies de la machine grâce à ces informations, et puis à générer des données expressives, émotionnelles, peut-être empathiques. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des applications comme l'aide pour les personnes âgées, donc l'interaction robotique avec un système capable d'être en empathie avec la personne. Je suis professeure en informatique à Sorbonne Université et je travaille au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le LISN et je ne trouve pas la zapette. Bon, c'est pas grave. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle maintenant. C'est un domaine qui a 80 ans. OpenAI a fait un hold-up. En 2022, en mettant ChatGPT dans les mains de tout le monde sans mode d'emploi. C'est important de comprendre que les prémices de l'IA datent de Turing. La machine peut-elle penser? Et puis aussi de biologistes américains en neurosciences qui ont modélisé un neurone de notre cerveau, de l'aire visuelle, par on appelle ça le neurone formel, par un modèle mathématique qui est assez simple à comprendre. Dans notre cerveau, on a une centaine de types différents de neurones. Dans ces machines, il y a un type seulement de neurones, pour l'instant, qui est modélisé. On peut mettre des paramètres et des paramètres, on est quand même sur un appauvrissement terrible par rapport à une imitation du cerveau. Donc il faut oublier cette histoire d'imitation par les réseaux de neurones. Après, j'en apprendrai peut-être tout à l'heure plus grâce à mon confrère qui travaille en neurosciences. L'IA est même si elle a 80 ans, elle est jeune comme science. Parce que on n'a pas encore assez de retours. C'est un peu comme si, je vois que tout le monde est freiné sur l'idée d'utiliser de l'intelligence artificielle partout, mais c'est un peu comme si on mettait des voitures sans les avoir fait passer par des bancs d'essai et sans que les conducteurs aient un permis de conduire. Et en ce moment, ces outils sont utilisés alors qu'ils sortent à peine des laboratoires de recherche. Donc autant les chercheurs, comme les chercheurs au GIEC, ou l'idée d'aller chercher autour de la recherche beaucoup d'informations sont extrêmement utiles, autant l'utilisation à tout va sans maîtriser ces objets, sans les maîtriser mieux, me semble assez problématique. Donc l'intelligence artificielle, ce mot-là est né en 1956 de la conférence de Dartmouth. On arrive, il faut faire un grand saut pour arriver à reparler d'IA positivement. Il y a tout un hiver. Le petit carré jaune, là, c'est quand moi je suis en thèse sur les réseaux de neurones, l'utilisation des réseaux de neurones pour faire de la reconnaissance de la parole, en 87. Et je vais essayer de vous expliquer, en fait, ces technologies vont basculer à partir de 1987 parce que on a un algorithme qui permet d'apprendre dans un modèle à partir de données. Ça s'appelle la rétropropagation du gradient. Donc à partir de 1987, on a cet outil. Je vais l'utiliser pour ma thèse. Le problème, c'est que il prend un temps infini en temps d'apprentissage parce qu'on n'a pas de GPU, de grosses machines qui parallélisent les calculs et qui vont faire une optimisation du temps. On n'a pas non plus beaucoup de données. Or, alors à l'époque, moi quand je commence, avoir des bases de données, on n'a pas du tout de financement pour cela. Maintenant, on dit que les données sont le pétrole. Plus on a de données, mieux c'est pour apprendre à une machine quelque chose. Donc on a changé totalement le paradigme. Les données sont le pétrole et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on ne cherche pas à avoir des big data, mais des rich data, c'est-à-dire des données différentes. Or, dans ce qu'on construit, nous, dans notre monde, par l'infobésité, ce sont beaucoup de données identiques. On n'est pas si originaux que cela. Donc il y a un tri énorme à faire sur la quantité de données que l'on va utiliser pour nourrir ces systèmes. C'est important aussi de comprendre que c'est la même chose pour les mathématiques. Si vous voulez, la rétropropagation du gradient ou ce qu'on fait mathématiquement dans ces systèmes est d'un niveau très moyen en mathématiques. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire d'avoir une médaille Fields pour comprendre ce qui est dedans. Ce sont des statistiques. Or, les statistiques, pour les grands mathématiciens, ont toujours été une classe en dessous, en fait, de beaucoup de sujets en mathématiques.
Donc il faut raisonner sur ces objets plutôt que de se dire qu'on devient addict, qu'on est dépendant. On a la possibilité de raisonner sur ces objets. Alors, le grand public voit arriver ces objets grâce à, finalement, Deep Blue, qui gagne contre les humains aux échecs. AlphaGo, c'est la première fois qu'on m'invite à la télévision avec 3 chercheurs de Saclay pour aller parler de l'intelligence artificielle. Et la question posée, c'est qui va gagner ? L'humain ou la machine? On est déjà dans cette dualité de qui va gagner. Or, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que dit Lee Sedol, qui était un jeune champion de Go, qui a travaillé chez AlphaGo, donc Google DeepMind, pour optimiser ces systèmes? Il a eu les traces, les logs, c'est-à-dire en fait ce que la machine prend comme décision. Et lui m'avait dit, parce que je l'avais rencontré lors de ses conférences sur l'IA tout au début d'AlphaGo, il m'a dit, j'ai appris beaucoup. En fait, j'ai appris à faire autrement. Et je ne pouvais pas trouver la solution, moi, en tant qu'humain. Parce que ça développe à 63 coups, et je ne sais pas comment vous faites, vous, quand vous jouez aux échecs ou au Go, combien de coups d'avance vous avez quand vous bougez un pion. En général, si on est à 5, c'est déjà pas mal. 63 coups faisait la machine. Et donc, elle allait beaucoup plus loin dans une possibilité de prendre un telle ou telle modification des pions, et puis elle allait trouver des chemins possibles qui amènent à finalement une solution positive. Donc c'est ça la machine, elle apporte en calcul. Elle apporte en calcul pour nous, qui avons un cerveau tellement différent et tellement plus riche et incroyablement adaptatif toute notre vie, on apprend, et c'est ça qu'il faut comprendre. Au lieu de dire le paradigme qui est on est en dépendance, on a une activité cérébrale monumentale, collectivement, on peut faire beaucoup de choses parce qu'on partage au niveau symbolique ce qu'on va trouver, et donc il faut croire en l'humain devant l'arrivée de ces objets. ChatGPT, c'est un hold-up. Parce qu'il arrive dans les mains de tout le monde, on a 100 millions d'utilisateurs en quelques semaines, et tout le monde dit c'est absolument génial. Ou alors c'est l'horreur, j'ai peur. Donc on a créé là un monstre qui fait qu'on a peur, et la peur n'a jamais ouvert l'esprit. Donc il est essentiel de comprendre que les peurs sont intéressantes lorsqu'elles nous amènent à de l'action. Et j'aime beaucoup cette idée d'être tous ensemble pour discuter de ces sujets en intelligence collective. Sans machine. On en est très très loin de la super-intelligence de l'IA, où on y est déjà. C'est ça que je vais vous apprendre. Et donc il est pour moi important de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on nous a vendu le paradigme de Dartmouth, de McCarthy et Minsky, qui étaient au départ donc les parents de l'intelligence artificielle, une espèce d'idéologie du futur qui est qu'on va remplacer l'humain par des machines pour énormément de tâches. Mais c'est faux. On ne va pas remplacer tant que ça. Sinon, on va remplacer par des choses qui sont un peu abétissantes. Les imaginaires américains n'ont fait que ça, nous biberonner à l'excellence américaine qui arrive partout. Avec cette idée, dans la science-fiction, dans la publicité, partout sur les réseaux, on ne voit que ça. Il serait quand même important qu'on crée un autre imaginaire autour de ces objets qui arrivent pour non pas nous rendre dépendants, mais pour améliorer notre intelligence, notre créativité, et non augmenter l'humain de prothèses. Et l'utilisation intensive de l'IA qu'on voit maintenant, que les jeunes ont, on a dit tout à l'heure, quelqu'un a dit, les enfants sont meilleurs que nous, ils comprennent cela, ils comprennent les objets. Mais pas du tout, ils ont compris l'utilisation qu'ils peuvent en faire, les usages, même pas tout, mais ils n'ont absolument pas compris les mécanismes sous-jacents, les concepts manipulés par ces objets. Alors on dit, voilà, le marché, c'est les Américains qui pilotent, ou les Chinois, etc. Il faut vraiment apporter beaucoup plus de compréhension à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et ces objets dans nos mains que ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Et donc, cette utilisation intensive, sans but, parce qu'on nous dit ça fait tout, c'est l'IA générale, et sans préparation, ça fragilise notre autonomie humaine. Et c'est là qu'il faut comprendre que ce nouveau paradigme, c'est l'idée d'améliorer. Et c'est ce que vous avez présenté, monsieur le secrétaire du GIEC. Et j'ai beaucoup apprécié votre présentation qui était positive en disant les chercheurs font beaucoup de choses. Nous, finalement, on peut pas lire toutes ces données. Et grâce à l'IA, on peut en avoir une lecture aussi. On peut trouver dans ces objets des façons de simuler. On peut se nourrir de ce que ça apporte. Mais il faut le faire avec intelligence. Il faut le faire avec discernement. Il faut pouvoir évaluer ce qui est positif ou négatif dans tout ce qui est produit. Sinon, c'est infini, comme l'a dit très bien Bruno Battineau. Et donc, avec cette infinitude de choses, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il est crucial aujourd'hui
d'éduquer, de former, d'engager, et je vous remercie d'avoir mis ce sujet fondamentalement au cœur de ce congrès. L'interdisciplinarité est forcément, obligatoirement là. Et elle est là, non pas en mettant les sciences humaines d'un côté, même si on mélange de la philosophie, de la sociologie et je ne sais quoi, et les sciences technologies de l'autre. Elle doit être hybride entre les deux, puisque ce sont dans les mécanismes de ces systèmes qu'on peut aller comprendre qu'est-ce qui amplifie ou non. Moi, je travaille sur l'informatique affective et le nudge. Le nudge, c'est incitation à faire, c'est incitation douce à faire quelque chose. Les grands dirigeants, en fait, des GAFAM, des Google, Amazon, etc., Meta, ont tous envoyé, si vous voulez, leurs meilleurs chercheurs dans l'école de Chicago pour travailler sur le nudge. Qu'est-ce que la manipulation? Comment je vais gagner plus d'argent grâce à ça? Il y a un très bon documentaire qui s'appelle « Derrière les rideaux de fumée ». Mon titre en anglais, je l'ai oublié. Regardez-le. Ce sont des repentis, des GAFAM qui viennent expliquer « on avait trouvé des stratégies, on était très forts ». Par contre, on ne pouvait pas expliquer tout le temps comment ça marchait, mais ça marchait à fond. Ça marchait à fond pour capturer notre attention, pour capturer de l'économie plus, pour nous faire consommer tout ça. Nous sommes des consommateurs. Il faut que l'éducation de nos enfants comprenne cela. Il faut arrêter d'être consommateur de ces objets, mais il faut être plus en compréhension. Et comment on va le faire? Pas tout seul. Il faut créer des communs, des ressources en commun, des ensembles d'expériences menées, bien ou pas bien, collectées entre humains. Il faut amener l'humain à comprendre qu'est-ce qu'il va aller chercher comme nouvelles connaissances. Pour le GIEC, ils ont trouvé des choses qui permettent d'accélérer la science. En médecine, c'est la même chose. Pourquoi pas en éducation? Donc il faut être au service de l'écologie, l'éducation et de l'humain, et non pas l'inverse. Maintenant, je voudrais revenir sur la démystification de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas un truc, c'est des millions de trucs différents. Des ensembles de théories, d'algorithmes, de logiciels qui ont pour objectif de simuler des capacités cognitives de l'humain, perception, aide à la décision, génération. Je vais peut-être pas vous rassurer, mais ça marche mieux que nous pour certains aspects, puisque ça va détecter des signaux faibles parmi des multitudes de données. Donc l'IA prédictive qui nous sert en médecine, qui va nous servir dans d'autres domaines, est utile. Pensez à votre oreille interne. Vous n'entendez pas les infrasons, les ultrasons. La machine les entend. Je ne vois pas des détails de pixels. La machine peut les voir. Elle peut voir dans une multitude de données des informations, des causes que je ne peux pas voir moi. Pour les cancers, on sait qu'il y a des causes liées à l'environnement qu'on peut découvrir parce que on regarde la santé avec l'environnement en même temps. C'est ce côté holistique que va nous apporter l'IA. L'IA prédictive est déjà là. Elle est déjà un peu partout. L'IA générative, c'est autre chose. Dans l'IA prédictive, je crée des modèles qui vont essayer de modéliser à l'intérieur les différences entre les deux choses. Si vous faites un système qui distingue les chiens des chats, ça fait les différences entre ces deux animaux, globalement, avec des millions de photos. Mais ça ne sait pas comment un chat ronronne. Ça ne sait pas l'odeur de tout ça, ça ne sait pas. Nous, humains, on a plein d'autres sens. On a un corps, on apprend avec son corps. Cette machine n'apprend qu'en répétant la même chose sur des données calibrées en numérique, c'est-à-dire appauvries également, théorème de Shannon. On va aussi minimiser l'information, et donc on n'apprend pas tout. On a l'impression qu'on apprend tout, que les machines savent tout, mais pas du tout. Elles apprennent à partir de données numériques, numérisées, c'est-à-dire appauvries par rapport à la réalité. Deuxième point, l'IA générative. L'IA générative, c'est le contraire. On cherche à faire un encodeur-décodeur, c'est-à-dire on encode une énorme capacité des milliards de données dans un modèle petit qu'on pourrait réentraîner, c'est ce qu'on fait nous dans les laboratoires, et ce modèle-là permet de décoder. C'est la même chose que la complétion d'un mot. Lorsque vous commencez le mot, pop, 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 la machine vous complète le mot. ChatGPT fait ça, pas plus. C'est lié à un concept d'un linguiste de 1957, vous allez voir, qui disait, on connaît un mot, la sémantique, ça a toujours été compliqué pour les chercheurs, comment on crée du sens à travers toutes ces données qu'on va rajouter. L'IA générative, grâce à un algorithme aussi qui est né en 2017, qui s'appelle Attention is all you need, qui vient de quelqu'un de chez Google, on a 3 dates, 87 rétroprojection du gradient, ou plutôt 1937 le neurone formel, 87 rétroprojection du gradient, 2010 le deep learning, c'est-à-dire les réseaux de neurones avec des couches cachées pouvant calculer des fonctions complexes. On met l'entrée, on met la sortie avec plein de couches intermédiaires et on sait calculer des fonctions complexes comme différencier des chats des chiens à partir d'images, qui est pas si simple que ça si je voulais l'écrire. Moi, en tant qu'informaticien, je serais beaucoup moins bonne que la machine.
Et le troisième point, c'est donc 2017 avec Attention is all you need. Et tout ça, c'est le début. Ce n'est pas du tout terminé. Donc il faut comprendre que cette IA générative cherche à imiter l'humain, et ce que je disais à propos de ce linguiste américain, il avait posé en 1957 l'idée que le sens des mots, c'est lié en fait au voisin dans une phrase. Si je vous dis le petit tatata boit du lait, c'est quoi tatata? Chien, chat, enfant. Les mots autour, c'est ce qu'on va encoder dans ces systèmes. Donc c'est de la mécanique, algorithmique, statistique, maligne, extrêmement maligne, de plus en plus sophistiquée, mais pas inaccessible à la compréhension de tous. Et donc, cette difficulté-là est importante à comprendre. L'IA générative, c'est l'imitation de l'humain, ça imite ce qu'il y a dans le corpus de données, donc problème de droit, mais ça fait aussi de la créativité dans le sens où les mots sont des puzzles, et je peux réagencer tout ça. Maintenant, je voudrais vous solliciter là-dessus. 3 images. Une a été faite par un humain, 2 par une machine. Quelle est celle de l'humain? La 1, la 2, la 3. C'est la 2. Parce qu'il y a des écritures que la machine ne sait pas bien faire ça. Stable Diffusion, ce sont des trucs comme ça. Des dessins d'enfants. La 1, la 2, la 3, c'est la 3. Parce qu'il y a une imperfection et que la machine n'a pas appris ça, c'est trop rare. Les relations sociales avec ces IA, et ça arrive à toute vitesse. On est en ce moment devant des choses qui répondent à l'oral, comme QTide, Moshi, qui est arrivé il y a un mois à peine. ChatGPT 4o, qui est multimodal, qui est oral aussi. Et ces machines qui embarquent nos données vont être polies, affectives, elles ont des croyances, elles ont de la morale, et il n'y a rien de tout ça qui ne vient pas de nos données. Ce n'est pas l'intention des machines, ce sont nos données. Et donc, nos données vont faire que ces systèmes vont vous dire formidable, machin, et vont vous dire de temps en temps n'importe quoi. Confusion de statut. Alors, c'est difficile, hein, ça imite exactement ce que nous sommes. On attribue des noms à ces machines. On va les malmener. On fait confiance ou pas. Il y a des conflits. On parle du nudge. On est vulnérable par rapport à ça, et c'est important de le comprendre. On va faire des deadbots. Vous savez, votre père décédé sur votre téléphone qui vous parle avec sa voix, sa tessiture de voix. On va inventer des tas de choses. Il nous faut des rituels, il nous faut des régulations, et il nous faut une meilleure compréhension de tout ça. Qu'est-ce que l'anthropomorphisme? Qu'est-ce qu'on fait comme type de transfert sur ces machines qui nous parlent comme les chatbots, comme les agents conversationnels? On va transférer des connaissances, des affects, des qualités morales que ce système n'a pas du tout. La grande différence, c'est que moi, je peux décider de quelque chose de peu probable, mais de très moral. Cette machine va forcément décider quelque chose de très probable avec la moralité qui est dedans. Voilà. Point de vigilance, il y a des hallucinations. C'est évident. Ça fait un peu n'importe quoi, parce que plus je mets de données, ça fait des émergences intéressantes, mais c'est pas stable du tout. Il y a des biais énormes, des problèmes de droit d'auteur, c'est statique, c'est à l'instant T, donc il connaît pas peut-être le nouveau ministre. Il faut enseigner cela. Il faut s'en servir intelligemment. Il faut montrer les enjeux éthiques liés à ça. Donc moi, j'ai travaillé dans des comités d'éthique sur le numérique, avec Raja Chatila et des philosophes. On a beaucoup travaillé sur cette absence de vérité dans les résultats, le fait qu'il n'y a pas d'évaluation, le fait qu'on manipule sans responsabilité, qu'on voudrait mettre des watermarks, c'est-à-dire des filigranes dans les données pour dire c'est fait par un humain ou c'est fait par une machine. Il y a un problème de géopolitique, tous ces systèmes viennent beaucoup du monde anglo-saxon, avec 95% de données en anglais à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre langue qui transmet la culture, les idées? L'éducation, on va avoir une co-adaptation de nos cerveaux et ça dépense beaucoup d'énergie. Pourquoi? Principes éthiques, il y en a beaucoup, vous connaissez, donc évidemment la bienfaisance, finalité, la non-malfaisance, l'autonomie, la justice, l'explicabilité, la transparence, la responsabilité. Qui va être responsable de tout ça? Et si je regarde un peu où on en est et l'alignement avec la loi sur l'IA, ça c'est un papier qui vient de Harvard ou de Stanford, eh bien, si vous regardez la ligne énergie, il y a plein de petits ronds blancs parce qu'on est incapable de mesurer l'énergie demandée pour faire ces systèmes, parce qu'ils sont trop opaques. Nous, scientifiques, on devrait avoir accès à ça. On n'a même pas accès à ça. On est en ce moment dans un monde où on marche sur la tête. Ce sont les industriels qui vont vous vendre les produits, qui créent des choses sans du tout être évaluées, sans vérification aucune, et même le champ scientifique ne peut pas les vérifier. C'est terminé. C'était vrai il y a, il y a 1 an, 2 ans, ce n'est plus vrai à l'heure actuelle. Le travail et l'IA. Regardez cette publication aussi de Harvard.
GPT-4 améliore la qualité du travail, mais peut également dégrader les performances. Nous, on fait ça à la Sorbonne, en grandeur, avec nos étudiants. On espère avoir 1000 étudiants qui vont participer à des tests comme cela. 758 consultants de BCG, 2 groupes. Un groupe qui utilise GPT-4, l'autre non. 18 tâches de suite. Trouver un nom pour le marketing, faire de l'analyse, la synthèse, la rédaction, la créativité. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes sur ces 18 tâches. 3 résultats. Le premier, l'humain qui utilise ChatGPT est meilleur, globalement, avec pas mal de créativité. Deuxième résultat, les consultants qui étaient les moins bons, vous avez évalué ça, ont bénéficié de l'augmentation la plus importante, mais sans grande diversité. Troisième résultat, le plus important, moins de vigilance au bout de plusieurs tâches effectuées. Donc je fais confiance à ces nouveaux collègues. Ce qui est n'importe quoi, c'est comme un jeu de dés. À chaque fois que vous l'utilisez, ChatGPT, c'est comme si vous lanciez un dé, il y a une forme de hasard derrière cela, dans le choix des différents tokens. Donc cette frontière entre ce qui est facile à faire par une machine et ce qui est difficile à faire est difficile à trouver. Il y a un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Moravec. C'est que ce qui est facile pour nous humains est difficile pour une machine, et ce qui est difficile pour nous humains, calculer comme ça, jouer aux échecs, tout ça, est facile pour une machine. Donc ce principe-là, on devrait mieux le comprendre. Alors il est un peu caricatural, certes, mais il faut le comprendre. Nous sommes vulnérables, on a beaucoup de biais qui font toute notre intelligence aussi et notre capacité d'adaptation. Kahneman, système 1, système 2. Kahneman, il décrit, alors c'est aussi critiquable, on peut aller plus loin, mais il décrit le fait que quand on prend une décision, soit on le fait de façon intuitive, soit on le fait de façon très raisonnée. Tous ces systèmes qui arrivent à toute allure nous empêchent de raisonner vraiment, et on est sur système 1, c'est émotionnel, c'est ce qu'on a entendu dans tous les discours. Il y a une capacité d'intrusion aussi de ces machines dans notre intimité qui est très très forte, qui va faire que ça va changer notre rapport au monde, aux autres, et ça, ce sont des sujets extrêmement importants, très anxiogènes. Les émotions sont nécessaires pour être plus rationnelles. Donc ces machines, elles vont modéliser dans toute l'entièreté des données des émotions, et effectivement, on essaiera aussi de leur mettre un corps robotique pour apprendre autrement. Devinez ce qu'ils ont trouvé, Meta. Ceci, des lunettes. Les lunettes Meta vont nous permettre dans le monde entier de collecter des données situées dans l'espace, dans le temps, et vont pouvoir améliorer grandement ces systèmes pour être encore plus en confusion avec ce que nous avons maintenant. L'idée, c'est donc, on en est au balbutiement de l'intelligence de cette machine, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, mais par contre, on va essayer de lui donner des informations sur l'espace, sur le temps. Si vous utilisez ChatGPT à l'heure actuelle, vous lui posez des questions sur aujourd'hui, demain, hier, rien que ça l'a perdu. Il peut aussi mettre un truc très grand dans un truc très petit. Aucune information là-dessus. Le bon sens, c'est pas du tout ce qu'a cette machine. Il a juste agrégé des énormes corpus de données écrits. Bien ou pas vérifiés. Les Act. C'est important, les Act. L'article 14 du Act reconnaît le principe de human oversight, contrôle humain, qui doit être assuré sur les systèmes d'IA, par exemple, pour établir un diagnostic médical. Mais pour faire cela, il ne faut pas qu'on désapprenne. Il n'y a pas que l'école. Il y a aussi le remplacement dans pas mal de boulot. Est-ce que les médecins demain, qui doivent aussi avoir une expérience maintenant dans les technologies, ne vont pas désapprendre aussi la qualité qu'ils pouvaient avoir? Donc, sur le désapprentissage, il y a vraiment à avoir peur. En conclusion, triptyque devant nous. La loi sur l'IA, qu'il ne faut pas du tout mépriser, parce que c'est finalement aussi l'idée de mettre des risques les plus importants, les risques les moins importants en regard. Alors, c'est des choix, on peut toujours dire que c'est imparfait, mais en tout cas, elle existe. Par exemple, elle interdit la manipulation subliminale. Ah, comment on va faire pour mesurer ça? Donc, on a un champ de recherche encore à faire, et pourtant, tout cela arrive dans nos mains. Les normes. Moi, j'ai travaillé sur les normes. Alors là, je vais vous inquiéter aussi parce que j'ai travaillé sur les normes européennes, sur le nudge notamment, et puis après, on m'a donné le lead d'un groupe au sein des normes AFNOR, et donc j'étais sur l'Europe. Qui font les normes? Il y a une guerre des normes. Ce sont les grands groupes américains. Qui font les produits? Ce sont les Américains. Pour nous, en tout cas, majoritairement, même si les réseaux chinois sont là. Quand j'ai fait des normes, j'ai été chassé par Huawei pour que, effectivement, je puisse manipuler aussi les décisions. Donc, nous sommes devant une guerre réelle. Qui va auditer? Puisqu'en fait, ces systèmes, on dit, on va les déployer, même s'ils sont pas sûrs, mais on va les auditer. Qui audite? Les grands groupes américains. Les groupes européens qui auditent, ils sont très faibles. Qui va assurer? Les groupes américains. Regardez aussi. Donc, il est là important de faire, en fait, un panorama holistique de toutes ces dépendances. Il est essentiel, donc,
pour moi, de développer des IA qui vont pas se substituer. Et pour faire cela, il faut parler d'éthique, très, très, très tôt. Il faut faire comprendre, en fait, ces côtés manipulateurs de ces objets, le fait qu'ils sont incertains. J'aime bien parler de Blaise Pascal. Blaise Pascal, dans Les Pensées, disait « agir avec raison dans l'incertain ». Vous voyez, bon, relisez Les Pensées, ça fait pas de mal. J'en termine pour cela. Il est essentiel d'éduquer l'apprentissage de la main aussi, et faire comprendre ça, que nous sommes très forts par rapport à ces objets. Il est essentiel d'adopter ces technologies en faisant attention aux enjeux éthiques, démocratiques, de souveraineté et de régulation. Quelle humanité voulons-nous pour demain? Je suis donc présidente de la Fondation Blaise Pascal, au service de la médiation avec Cédric Villani et il y a 2 médailles Field, et on travaille sur différents objectifs pour l'école, et j'en propose un à travers des capsules éthiques et IA, des capsules sur les usages des IA pour les enfants dans le cycle 3, donc 8, 9, 10, 11 ans, et pour leur montrer qu'est-ce que c'est que le harcèlement, qu'est-ce que c'est la différence entre être un garçon ou une fille sur Internet, qu'est-ce que c'est que Green AI, qu'est-ce qu'il faut aller chercher. C'est à la fois sur la créativité et en même temps sur les dangers, parce qu'il faut qu'ils soient créatifs. Où vont être les talents de demain, qui vont être capables de résoudre des problèmes de la planète, qui vont être capables des problèmes d'énergie, si on n'est pas capable de les éduquer sans ces machines? Il faut les deux. Il faut une éducation à la main et l'esprit, et savoir comment raisonner seul. Rappelez-vous du bug de Microsoft, qui n'était pas le bug de Microsoft, mais un module de cybersécurité cet été. On a planté pas mal de choses. À faire confiance à peu d'acteurs, on risque d'être en dépendance juste de ces outils. Juste une petite histoire. Je suis repartie en taxi il y a 2 jours d'une émission. Le taxi est passé par une rue, j'ai levé le nez, j'ai vu un sens interdit. J'ai dit « Monsieur, nous sommes dans un sens interdit ». Il m'a dit « Non, j'ai suivi Waze ». Est-ce que nous sommes des moutons à ce point-là? Il est urgent de faire confiance à nos esprits critiques, à nos esprits collectifs dans un laboratoire d'idées comme nous le faisons aujourd'hui. Merci.